réponses en ligne sur le www.solidarité-numérique.fr. www.solidarité-numérique.fr. Aimez-vous les musiques folkloriques de divers pays, Tyrol, Mexique, Russie, Écosse, les valses viennent, les fanfares, orchestres easy listening et tous les instruments tels que mandoline, trompette, xylophone, flûte, trombone, molaire, assortis de quelques chanteurs traditionnels dans le style à Pierre-Marcel Ander, vous pouvez en déguster un savoureux cocktail tous les samedis de 13 à 14h et tous les dimanches de 12 à 14h, ou bien les écouter en podcast sur idfm98.fr, émission musique récréative. À bientôt, chers amis. Vous écoutez IDFM. Il est 10h. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission au bar de l'économie en confinement bien sûr. Un grand merci à Charlie qui nous accompagne, qui m'accompagne en fait pour la technique, et vous pouvez bien sûr nous suivre en FM 98.0, en vidéo live via Facebook page bar de l'économie et en web radio idfm 98.fr sur internet puisque nous sommes à IDFM Radio Anguin. Alors 5 minutes sur le Covid bien sûr avec notre expert Jean-Claude Durousseau et le professeur Gilles Deray, les infos du jour et nos entretiens aujourd'hui. Nous allons nous entretenir avec Valérie Plagnol, économiste, consultante indépendante, fondatrice du cabinet Vision et Perspective, conseil en stratégie et études de marché. Valérie Plagnol a été directeur des études économiques pour d'importants établissements financiers en France et à l'étranger. Elle préside depuis 2012 la Société d'économie politique. Elle est conseillère économique et puis aussi elle est présidente du Cercle des épargnants. Ensuite, notre entretien sera avec Olivier de Montalivo, président de SOS Accessoires. SOS Accessoires est une société française installée dans le 78, fondée en 2008. C'est un ancien en fait de Darty. Il a développé l'auto-réparation d'appareils électroménagers pour le grand public et ça peut beaucoup vous intéresser. Bien sûr, nous aurons notre lecture du jour. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la nouvelle de Stendhal, Vanina Vanini, avec Laurence Robe. Et puis, ensuite, nous aurons un petit peu, bien sûr, de la musique pour illustrer toute cette émission. Alors, tout de suite, on part 5 minutes sur le Covid avec le professeur Gilbert Deray. 5 minutes pour répondre à vos questions sur le Covid-19. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Gilbert Deray, bonjour. Le confinement, il va durer encore un petit moment, mais pour être tout à fait honnête, tout le monde commence à en avoir un petit peu marre et on aimerait bien parler de la sortie de confinement. Alors, comment on va s'organiser pour cette sortie de confinement ? Est-ce qu'on va tester les gens? Est-ce qu'on va tester tout le monde? Est-ce que c'est souhaitable de tester tout le monde? Comment on va s'organiser? Et est-ce qu'on va, comme on l'entend dire, qu'on va se déconfiner par tranche d'âge, par zone géographique? Est-ce que tout ça a un sens scientifiquement? Alors moi, évidemment, je vais vous répondre en tant que médecin scientifique. Le déconfinement, c'est crucial. Et si on rate le déconfinement, c'est une catastrophe. Parce que s'il y a une deuxième vague de Covid-19, le système sanitaire risque de s'effondrer. Voilà ce que moi je pense serait idéal. Premièrement, il faudrait qu'on ait des tests disponibles à très grande échelle. Quel type de test? Alors, des tests sérologiques, parce qu'on ne pourra pas faire à grande échelle les PCR s'il y a la recherche du virus. Ça, c'est pas possible techniquement. Donc, il faudrait qu'on ait des tests sérologiques à très grande échelle. Je vous arrête étape par étape. Le PCR, c'est le petit coton dans le nez. Pour rechercher du virus, et le sérologique, c'est la petite gouttelette de sang sur le doigt, c'est ça? Oui, ou la prise de sang pour détecter les anticorps. Si on est capable de faire ça, et qu'on est capable de vous dire, vous avez les anticorps de type IgG, donc vous êtes, en cas vous êtes vacciné contre le virus, je vous déconfine, ça y est pas de problème. Deuxième chose qu'on pourrait faire, on veut par exemple réouvrir des usines pour l'activité du pays. Et bien alors, il faudrait tester tous les employés de ces usines, pour savoir qui est spontanément vacciné, qui ne l'est pas, qui a le virus. Parce que imaginez un instant qu'on rouvre des usines pour 2000 personnes et qu'il y en ait une qui a le virus. Il a contaminé tous les autres. Pour pouvoir à ce moment-là isoler tous ceux qui ont encore le virus. Donc en clair, ceux qu'on laisse sortir
sont ceux qui ont des IgG, donc qui ont développé quelque part la maladie, porteurs sains ou pas, et qui sont immunisés. Ceux-là, ils peuvent sortir, ils vont contaminer personne et ils vont pas l'attraper. On ne laisse pas sortir ceux qui sont contaminants, c'est-à-dire qui sont en train de développer la maladie, donc qui ont du virus. Et quid des gens qui sont pas malades alors? Parce que eux, ils peuvent l'attraper finalement. Mais ils peuvent sortir parce qu'ils sont pas contaminants. Pour les gens qui ne sont pas malades, moi je verrais deux catégories. Vous avez les très à risque, c'est-à-dire les personnes âgées, les gens qui ont beaucoup de maladies, et ceux-là, moi je me presserai pas pour faire le déconfinement, parce que c'est une catastrophe quand ils ont le virus. Puis vous avez les autres. Et pour les autres qu'il faut qu'on fasse, eh bien il faut qu'on vérifie bien sûr s'ils n'ont pas le virus, et s'ils ne l'ont pas, il faut qu'on leur demande des mesures de protection idéale, c'est-à-dire des masques pour tout le monde. C'est-à-dire le lavage des mains pour tout le monde. Il n'est pas normal d'avoir des facteurs, des caissières, des policiers, des auxiliaires qui n'aient pas eu des masques et du lavage de mains. Imaginez que la population soit correctement protégée. À ce moment, on aura une partie de la population qui a déjà fait le virus qui est guérie, une autre partie qui l'a pas fait mais qui est protégée, et on pourra ainsi progressivement déconfiner calmement et de façon sécurisée. On parle de passeport d'immunité numérique. En clair, j'ai eu mon résultat de test sérologique et je connais mon statut. À partir de là, j'ai sur mon téléphone mon statut et je suis géolocalisé et je sais si je m'approche de quelqu'un de contaminant ou pas. Est-ce que ça, c'est l'utopie? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se rapproche de ce qui a été fait à Singapour? Alors, c'est pas l'utopie, mais c'est inquiétant parce que on se souviendra quand même qu'il y a quelque chose qui s'appelle le secret médical, qui alors va donc être levé. On va avoir des sortes de super personnes, super patients. Je peux vous dire que ça se rapproche de 1984, George Orwell, Big Brother. Je ne crois pas qu'il soit sage de s'engager dans cette direction. Le secret médical doit être absolument préservé et on doit demander à tout le monde, on doit donner des masques à tout le monde, des mesures de protection à tout le monde. Donc non pour moi. En 10 secondes, ça fait des millions de personnes à tester. Est-ce qu'on les a, les tests? On les a pas, il faut qu'on les ait. Voilà, donc c'est important de poser les questions maintenant pour commencer à anticiper maintenant la sortie du confinement qui se profile à quelques semaines maintenant. Ah, c'est capital, hein. Si on rate le déconfinement, c'est une catastrophe. Voilà, je vous remercie, professeur Gilbert Deray, de nous avoir expliqué comment on devait idéalement sortir de ce confinement. Continuez à nous poser vos questions sur la page Facebook du professeur Gilbert Deray ou sur ma page Facebook. À demain. Et voilà, c'était donc les 5 minutes Covid comme chaque jour. Alors, toujours un appel à la mobilisation des couturières et livreurs pour le Val d'Oise. Si vous êtes volontaire, rejoignez le collectif valdoisien des Blues pour l'hôpital sur bluespourl'hôpital.com. On leur avait promis de faire cet appel tous les jours pour cette semaine et puis on fera un point avec eux dans quelques temps comme c'est prévu avec eux. Autre info du jour, bien sûr, ça continue. Le gouvernement débloque 39 millions d'euros pour permettre aux associations de continuer à nourrir les familles en difficulté depuis l'épidémie, annonce Julien Denormandie, le ministre de la Ville et du Logement, et Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Ils seront distribués sous forme de chèques d'urgence alimentaire dans plusieurs régions de France. 25 millions d'euros sont dédiés aux associations d'aide alimentaire. Cette aide sera versée selon les besoins, département par département. 14 millions d'euros seront affectés aux territoires en difficulté et sur cette somme, 10 millions seront distribués sous forme de chèques d'urgence alimentaire en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et en Occitanie. Ces chèques seront confiés dès demain, donc dès aujourd'hui finalement aux préfectures qui les répartiront via les CCAS des communes. Leur montant sera de 105 € par foyer. Il y aura en tout 2,9 millions de chèques utilisables dans les supermarchés pour des achats de première nécessité et 4 millions d'euros seront affectés à l'aide alimentaire d'urgence en Outre-mer, soit sous forme de chèques alimentaires, soit sous forme de denrées. Cette aide concerne la Guyane, Mayotte et Saint-Martin. Par ailleurs, 17 000 places d'hébergement ont été ouvertes depuis le premier jour du confinement pour les personnes sans abri, dont 10 600 places en hôtel. Actuellement, 177 000 personnes ont déjà été accueillies. 8 sites accueillent des personnes en très grande précarité et atteintes du Covid, mais ne nécessitant pas d'hospitalisation. Une aide de solidarité pour 4 millions de Français et ceux qui bénéficient du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique vont toucher
le 15 mai une aide de 150 € auquel s'ajoute 100 € par enfant, mais ça je vous en ai déjà parlé. Et puis aussi la bonne nouvelle, c'est que les chèques restaurants, eh bien, on va pouvoir les utiliser de manière plus importante puisque c'était limité en quantité. Donc ça je vous en reparlerai la semaine prochaine. Le déficit de la sécurité sociale plonge à 41 millions d'euros, du jamais vu bien sûr, selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Action des Comptes Publics, lors d'une audition devant la Commission des Affaires sociales du Sénat. Ce niveau de déficit est le plus important depuis la crise financière de 2008. Il avait déjà grimpé en 2010 à 28 milliards d'euros. Mais bien sûr, dans ce chiffre que je vous annonce, rien n'est définitif car ce sont des estimations très hypothétiques à ce stade vu le caractère changeant de la crise. Dans le détail, Bercy table sur une baisse des rentrées de près de 31 milliards d'euros, dont 20 milliards en moins au titre des cotisations et de la CSG. Et la facture risque de s'alourdir, bien sûr, davantage. Dans le cadre de son plan de soutien de 110 milliards d'euros, l'exécutif prévoit un report de charges sociales et fiscales pour les entreprises en difficulté, mais il planche désormais sur l'annulation des créances dans les secteurs les plus touchés, tels que l'hôtellerie, la restauration et le spectacle. Le dispositif chômage partiel pourrait coûter à l'UNEDIC et à l'État entre 800 millions à 2 milliards par semaine de confinement, soit une dépense supplémentaire de 9 milliards d'euros d'ici fin avril. D'ailleurs, l'UNEDIC prenant a priori à sa charge un tiers de la dépense, cela représente pour elle entre 500 millions à 1,3 milliard de dépenses en mars et entre 1,1 et 2,7 milliards en avril, mais aussi un manque à gagner entre 100 et 240 millions en mars et entre 200 et 500 millions en avril, car les indemnités du chômage partiel ne sont pas soumises à cotisation. Donc du coup, eh bien, l'UNEDIC contribue aujourd'hui en tout ou partie à l'indemnisation de plus de 13 millions de personnes, estime que son déficit pour l'année pourra être au moins de 47 milliards d'euros, alors qu'elle anticipait un retour à l'équilibre pour 2021. Le CEA de Grenoble a présenté un nouvel respirateur à Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce masque est fabriqué dans le cadre d'un projet collectif, ça s'appelle Make for Life, et il doit venir pallier le manque d'équipement de la France en cette période de crise. L'idée est de proposer ce respirateur en open source afin que chacun puisse s'approprier les plans. Il est réalisé par un collectif de bénévoles en collaboration entre le CHU de Brest, le CHU et l'Université de Nantes, et la partie industrielle qui s'est implantée au CEA de Grenoble et qui a mis à disposition matériel et salles blanches en vue de réaliser des prototypes. Le matériel, donc les prototypes seront refacturés à la région. 500 respirateurs seront prévus d'ici à mai pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, cofinançant les 1000 premiers masques respirateurs. À terme, l'objectif serait de facturer entre 1500 et 5000 respirateurs en fonction des besoins, ce qui permettrait de réduire le coût de production à 1000 € par appareil et donc jusqu'à 40 fois moins cher que ce que la France achète à l'étranger. Le respirateur Maker est un projet né, donc je vous l'ai expliqué, entre Nantes et Grenoble. Et donc c'est intéressant que ce soit un collectif constitué bien sûr de bénévoles, mais aussi d'entrepreneurs, de chercheurs, de professionnels de santé et d'ingénieurs. Et la production pourrait être confiée à des entreprises privées comme Seb ou Renault qui se sont mis sur les rangs. Voilà pour les petites nouvelles du jour. Mais bonnes nouvelles, on va finir sur 2 bonnes nouvelles. Eh bien, Madeleine, la nouvelle offre de streaming illimité de l'INA, lancée le 19 mars, a déjà atteint l'objectif qu'elle s'était fixé pour 2022, c'est-à-dire un peu plus de 50 000 abonnés, comme l'a annoncé l'Institut de l'INA, donc lundi. Pour cela, ils ont offert à tout nouvel abonné 3 mois d'essai gratuit à partir de la date de souscription. 13 000 programmes vidéo et audio sont proposés pour 2,2,99 €, donc un peu moins de 3 € par mois. Séries, fictions, documentaires, concerts et spectacles ou encore émissions cultes sont accessibles à tout moment, avec en plus un commentaire par des personnalités pour partager leur coup de cœur. Il y a jusqu'à 500 000 vidéos qui sont regardées chaque jour selon l'INA. Et en parallèle, l'INA va lancer une chaîne YouTube baptisée INA Kids à destination des enfants pour découvrir des programmes tels que Casimir, le monstre gentil de l'île aux enfants, Titus le petit lion, bref, plein de souvenirs pour vous les plus anciens, ou encore le nounours de Bonne Nuit les petits. Et donc ça, ce sera pour le meilleur de nos enfants et petits-enfants. Une offre régulièrement enrichie pour proposer à terme près de 1500 vidéos rien que pour les enfants.
Et enfin, dernière info du jour, eh bien, c'est la nouvelle chanson des Rolling Stones, Living in a Ghost Town, c'est-à-dire que ça veut dire vivre dans une ville fantôme, qui est sortie hier, leur première nouvelle chanson depuis 2012, une chanson écrite en 2 minutes il y a plus d'1 an, bien sûr, bien avant donc la crise Covid. Eh bien, je vous propose tout simplement de finir sur un extrait de cette chanson. Et voilà, c'était donc un extrait de cette chanson sortie hier et créée par le groupe des Rolling Stones. Ça faisait 8 ans qu'ils n'avaient pas créé de nouvelles chansons. Alors Valérie Plagnol, bonjour. Merci d'être avec nous au bar de l'économie ce matin. Alors je rappelle que vous êtes économiste, présidente du Cercle des épargnants. Et donc on est très content de pouvoir faire un tour d'horizon avec vous ce matin. La crise sanitaire a provoqué en mars un véritable bond de l'épargne des Français vers le livret A, 3,82 milliards d'euros nouvellement investis, alors que le gouvernement, à travers de la loi Pacte, ambitionnait de réorienter l'épargne des Français vers des produits bien sûr plus risqués ou peut-être garantis, ça c'est vous qui allez nous le dire, mais en tout cas l'encours total du livret A et du livret de développement durable à fin mars est à 420,8 milliards d'euros du jamais vu. Alors, bon, on se doute bien que les Français ont peur de leur emploi, pour leur emploi, mais quelles conséquences pour notre économie, Valérie Plagnol ? Oui, alors je voudrais replacer les choses dans un double contexte. D'abord, le contexte économique et aussi celui effectivement du comportement des épargnants que vous venez de mentionner. N'oublions pas que nous sommes dans une période exceptionnelle. C'est un trait brutal, général et même mondial de l'activité économique qui est due à la pandémie et bien sûr aux réponses que les États y ont apportées en limitant en fait l'activité pour justement endiguer les ravages de cette épidémie. Donc on est dans un contexte global qui touche à la fois la production, la consommation et par voie de conséquence aussi, on l'a vu, les marchés financiers et le crédit. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que bien sûr, la réponse des États aussi a été massive et globale et générale dans ce contexte, et les moyens budgétaires et financiers qui ont été engagés sont considérables. C'est dans cette perspective qu'on voit bien que il y a eu, notamment en France, mais pas seulement, des mesures de soutien aux revenus des ménages qui ont été très importantes. Vous l'avez dit, nous sommes dans une période de crainte et d'angoisse pour l'avenir et aussi de limitation forcée, en quelque sorte, de la consommation. Donc ces trois éléments combinés font qu'effectivement, l'épargne de précaution a littéralement explosé. Mais
elle a doublé au mois de mars, c'est le premier chiffre que nous connaissons. Elle était déjà très importante avant. Les Français quand même privilégient depuis plusieurs mois déjà l'épargne de précaution et semblaient inquiets de l'avenir. Nous étions dans une période économique qui n'était pas des plus brillantes, il faut bien le dire, et on a vu notamment le record d'épargne placée sur le livret A augmenter et passer la barre des 300 milliards dès le mois de janvier. Donc c'est un peu dans ce contexte que se positionne en quelque sorte cet événement et ce comportement d'épargne. Alors c'est vrai que ça va à l'encontre, vous l'avez dit, en quelque sorte des tensions d'investissement de la loi Pacte, mais ne l'oublions pas. D'abord c'est un phénomène qui peut être temporaire. Il est fort probable qu'une partie de cette épargne soit de nouveau consommée une fois que l'activité repart. Et on est aussi, j'allais dire, dans un contexte particulier où d'abord il ne faudrait pas opposer épargne et investissement. Hein, c'est les deux aspects ou les deux côtés d'une même pièce. Et on va avoir le besoin pour les Français de retrouver une épargne de long terme qui soit plus adaptée, si vous voulez, à leurs objectifs, cette fois-ci personnels, et notamment de constitution d'une retraite complémentaire. Ça, c'est l'objet de la loi Pacte, et je ne crois pas qu'elle soit complètement perdue au-delà de cet événement, parce que la loi a rendu les nouveaux produits de retraite plus attractifs, beaucoup plus visibles, beaucoup plus souples, et notamment, alors notre baromètre du Cercle des épargnants en a rendu compte dès le début de l'année, on a vu quand même un intérêt croissant de la part des Français pour se positionner sur ce type d'épargne. Et donc là, les Français sont assez, agiles pour réinvestir rapidement, vous pensez? C'est la mentalité française? Alors là, vous touchez à un point particulier qu'on évoque souvent, le choix entre, j'allais dire, le risque et la sécurité, mais le risque existe toujours. L'épargne retraite se positionne sur un temps long, et l'arbitrage que l'on peut faire en matière de risque, il est lié justement à la durée. Alors c'est vrai que quand on voit la chute des marchés boursiers, cela n'incite pas à investir rapidement, ou en tout cas cela peut faire peur. Certains au contraire, ont un comportement opportuniste plus important. Mais c'est pas dans ce temps court que l'on juge de ce genre de choses. Placer son épargne pour sa retraite, c'est se positionner sur un temps long, souvent au-delà de 15 ans, pour véritablement prendre le temps, en fait, de générer un revenu complémentaire à une date dans le futur qui est à peu près donné. Et ça, c'est l'objectif de la loi Pacte, et c'est quelque chose qui reste une réalité, je pense, de tout temps. On a une possibilité d'arbitrage du risque à court terme par un investissement courant constant dans des produits d'épargne long qui permettent justement d'atténuer les risques et les fluctuations de très court terme. Mais alors, en ce moment, du coup, votre conseil, ce serait d'investir dans les valeurs qui ont largement chuté et où vous savez, vous, professionnels, qu'il y a des bonnes entreprises, malheureusement, dont la cote a chuté. Quel est votre conseil, s'il vous plaît, Valérie Plagnol? Alors, moi, mon conseil dépend exactement du risque que vous êtes capable de prendre. Je n'ai pas de conseil d'ordre général et des conseils en opportunité, tout le monde est capable d'en donner. C'est vrai que vous l'avez dit, des valeurs ont été massacrées et des entreprises méritent d'être soutenues, c'est évident, et ça crée des opportunités. Mais quand on est soi-même, j'allais dire, investisseur ou épargnant, il faut qu'on sache évaluer sa capacité à prendre du risque, c'est-à-dire à assumer potentiellement des pertes. Et c'est pour ça que les produits d'épargne longue profitent ou peuvent être une opportunité, au contraire, de penser l'avenir dans une autre perspective, qui est de dire, voilà, moi je ne veux pas prendre de risque ou d'avoir une crise cardiaque toutes les 5 minutes si le marché monte ou baisse. En revanche, je veux pouvoir épargner sur le long terme et retrouver un capital et une rente au-delà de l'âge de la retraite, etc. Donc c'est vraiment la capacité qu'on a soi-même à prendre du risque qui détermine les modalités de l'investissement que l'on peut faire. Et je crois qu'il faut toujours garder ces préceptes de sagesse à l'esprit. Et de ce point de vue, je ne donne jamais de conseils d'ordre général, mais plutôt de considérer sa propre situation pour profiter au mieux, effectivement, des possibilités que l'on a d'investir.
Donc, si je comprends bien ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que si on a peur finalement de perdre son emploi avec cette crise, il vaut mieux garder des liquidités. Mais si on est quand même bien assuré de retrouver son emploi dans les 2, 3 ou 4 mois qui viennent, là, par contre, on peut prendre une petite partie de risque, c'est ça? Absolument, cela dépend de sa capacité d'épargner et effectivement, vous ne pouvez pas dire aux gens qui ont des risques sur leur emploi, sur leur vie quotidienne, de placer leur argent ou de le bloquer sur une période longue quand ils risquent d'en avoir besoin rapidement. Donc c'est toujours, encore une fois, au regard de sa situation personnelle que l'on peut, et puis de son appétit à prendre du risque, de sa capacité à suivre les marchés, etc., qui détermine ça. Mais c'est vrai que pour une certaine catégorie de personnes, ce temps de réflexion peut être celui de réévaluer ses objectifs d'épargne et d'aller chercher des produits, des supports qui répondent à ses aspirations plus longues. Alors, plusieurs questions se posent pour le futur, notamment repenser le système de production qui est mondialisé. Pour vous, est-ce fini? Le président de la République a dit qu'il fallait réindustrialiser la France. Peut-on y arriver tout seul, nous, en France, ou est-ce que c'est une réponse finalement de l'Europe? Alors, c'est intéressant parce que vous posez cette question au moment où un des commissaires européens au commerce lui a donné une certaine réponse déjà en disant on peut considérer qu'effectivement il faut revoir la maîtrise de certaines chaînes de production, mais que nous ne pouvons pas aller de l'autonomie à l'autosuffisance industrielle. Il ne faut pas rêver. Et le monde ouvert est un monde qui a montré aussi ses côtés positifs et nous avons profité de cette croissance globale. Mais clairement, un certain nombre d'entreprises, secteur par secteur, verront et auront la nécessité de revoir la maîtrise de leur chaîne de production, la capacité à faire face effectivement à des risques. Est-ce que ça veut dire tout rapatrier sur le sol français ou européen, comme vous l'avez mentionné, ou au contraire se redisperser, j'allais dire, en dehors, par exemple pour certains, d'un seul pays, et souvent c'était le cas pour la Chine, la question se pose. Et puis n'oubliez pas que la Chine est devenue aussi un marché. Ce sont beaucoup de consommateurs, donc beaucoup d'entreprises, on le voit, on l'entend, des secteurs industriels aux États-Unis disent mais nous on a des clients là-bas, donc on va aussi alimenter ce marché. Donc les choses ne sont pas faites et ne se feront pas du jour au lendemain, mais clairement, dans certains domaines, il y aura des changements et des bouleversements plus rapides. On le voit du côté notamment de la santé, de la production d'équipements médicaux, où effectivement se fier à un marché extérieur uniquement ou à un producteur lointain a été une difficulté, sinon une erreur. Alors, pour vous, en tant qu'économiste, est-ce qu'il y a un risque de krach ou est-ce que l'Europe est suffisamment forte, finalement, pour éviter la chute de l'Europe ? Alors, je suis toujours un petit peu étonnée parce que je trouve que par rapport à ce que l'on entend des grands blocs, on va dire de la Chine et des États-Unis, on ne parle pas assez de l'Europe et ça me désole un peu parce que dans ce qui a été la première phase et la première réponse à la crise, l'Europe et notamment la Commission européenne a été assez active, concrète et pragmatique. Et elle a pris en main un certain nombre de mesures, y compris des mesures d'assouplissement de règlement. On en a parlé comme si c'était un dû, mais en fait, notamment l'allègement et contraintes budgétaires qui a permis aux États européens de faire ce qu'ils ont fait, la levée aussi ou la prise en compte de la nécessité de préserver les couloirs de transport des marchandises alors que les frontières se fermaient. Tout ça sont des éléments en fait d'action très importants et nous avons aussi au niveau des négociations entre États et des accords l'intervention de prêts massifs. C'est vrai qu'on discute encore, c'est vrai que les États européens ont des demandes qui semblent contradictoires. Nous ne sommes pas dans un État fédéral, nous sommes une collection d'États souverains et c'est toujours une difficulté. Donc il y a des tensions, il y a des dissensions, elles sont évidentes, c'est pas ma position et je vais pas vous les nier, mais je suis un petit peu étonnée que l'on voit pas aussi finalement le modèle
plus ou moins partagée à des degrés divers entre les différents États européens, entre un État de liberté économique, mais aussi un État-providence, a été quand même, a permis en fait une réaction qui n'est finalement au niveau européen pas si mauvaise que ça. En tout cas, c'est mon sentiment. Et je pense que effectivement, les États et les chefs d'État européens et les ministres des Finances continuent de négocier et discuter sur les mesures qu'ils peuvent prendre en commun. Donc beaucoup est fait au niveau de chaque État. De plus en plus d'éléments de coordination et de coopération apparaissent et je trouve qu'il ne faut pas les négliger. Maintenant, c'est vrai, on a nos faiblesses et elles sont liées à la structure même de cette union. Donc c'est un petit peu normal, vous voulez dire, que l'on prenne du temps, en tout cas au niveau de l'Europe, pour négocier des accords. Ça vous paraît logique vu que nous ne sommes pas en fédération? Absolument, et la souveraineté budgétaire est restée du domaine des États nationaux, de même que la politique de santé, en fait, n'était pas de la compétence européenne, et pourtant, la Commission européenne propose d'abord de dégager des fonds pour une recherche commune, pour amplifier ça. Donc, on a effectivement des tensions, on le sait, entre le nord et le sud de l'Europe, entre des demandes de mutualisation de la dette et des refus liés justement à cette structure et à une forme de méfiance entre la répartition de l'épargne et la captation de celle-ci, mais on a aussi des éléments en fait d'avancée autour d'une coopération renforcée parce que nous sommes une zone économique très intégrée. Nos principaux partenaires commerciaux sont nos voisins géographiques. Bien sûr. Valérie Plagnol, dernière question, si vous voulez bien. Comment se situent les banques françaises dans ces flux monétaires énormes, du coup? Est-ce que vous voyez des rapprochements entre, finalement, pourquoi pas, des banques françaises ou d'autres européennes, ou est-ce que vous pensez que les banques françaises vont rester indépendantes? Alors, je ne suis pas une analyste d'un secteur particulier. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons aujourd'hui une crise qui a des répercussions sur le secteur financier, mais qui n'est pas une crise financière proprement parlée, c'est-à-dire qui n'a pas son origine dans le secteur financier, comme ça avait été le cas lors de la crise de 2008. Et on a un système bancaire qui s'est avéré être en capacité de répondre à la situation actuelle, alors soutenu par des garanties, des fonds de garantie d'État, mais aussi par l'action de la Banque centrale européenne. Et la combinaison, en fait, de ces actions donne effectivement pas mal d'amplitude et une capacité de distribution du crédit et d'aide aux entreprises directes qui s'est avérée, semble-t-il, au résultat que nous voyons aujourd'hui, assez efficace. Est-ce que ça préjuge d'une réorganisation du secteur financier plus large? Je ne suis pas sûre, je n'en sais rien. Pour tout vous dire, ce que je constate, c'est que effectivement un certain nombre de règles et de prudentielles qui ont été mises en place après la crise de 2008 ont trouvé un petit peu leurs limites dans la nécessité que l'on avait d'assurer à tout moment ce qu'on appelle la liquidité du marché, c'est-à-dire de fournir le crédit. Et effectivement, on se retrouve en face de ce dilemme qui est capable de prendre du risque, d'aider l'économie, de soutenir l'activité sans pour autant la compromettre par des risques excessifs. Donc c'est un espèce d'exercice d'équilibriste permanent et on l'a vu au moment de cette crise, déjà il y a un mois, les autorités monétaires ont levé un certain nombre de contraintes prudentielles pour permettre au système bancaire de répondre à cette crise particulière qui, encore une fois, n'est pas générée, qui ne vient pas du système, mais qu'il va subir en contre-coup parce que certaines de ses clients vont faire faillite, ne pourront pas rembourser leurs prêts, etc., etc. Merci beaucoup Valérie Plagnol. Merci pour tout ce grand tour d'horizon. Donc on a bien compris que les banques françaises avaient les liquidités nécessaires, mais que le fait qu'il y ait un gros besoin effectivement monétaire, pour l'instant en tout cas, ne les mettait pas en danger, mais c'est un risque malgré tout. Écoutez, à bientôt peut-être pour un autre tour d'horizon, si vous voulez bien. On va vous souhaiter un très bon confinement, et puis bien sûr, et puis une très bonne journée, Valérie Plagnol. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, nous continuons donc notre émission avec une nouvelle pause musicale, si vous voulez bien, et on revient dans quelques minutes pour un autre sujet. On va parler d'accessoires électroménagers. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes.
ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où faut courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Moi, ma main, je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la sienne et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la sienne, nous tournerons en ronde, elle est ma peine. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en ronde, elle est ma peine. Parfois elles sont heureuses, parfois elles sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles s'ennuient bien souvent, y a des gens qui la gantent. On les met. Vous avez reconnu au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin, eh bien c'est Claudio Capéo avec Ta main. Alors maintenant nous sommes en compagnie d'Olivier de Montlivaud. Bonjour Olivier de Montlivaud. Bonjour Florence, merci de m'accueillir dans votre émission. C'est pour nous, c'est un plaisir de vous avoir au téléphone. Alors vous êtes président de SOS Accessoires. En fait vous êtes un ancien de Darty, si ma mémoire est bonne, et vous avez fondé cette structure en 2008. À l'origine, pourquoi avoir développé l'autoréparation d'appareils d'électroménager pour le grand public ? Exactement, j'ai passé une dizaine d'années chez le leader de l'électroménager. C'est là-bas clairement que j'ai identifié qu'il y avait un manque sur le marché pour trouver tout ce qui était accessoires et pièces détachées qui n'étaient pas référencés, qui n'étaient pas proposés dans les magasins. Et donc tous les fameux boutons à 5 pattes qu'on a du mal à se procurer et pour lesquels toutes les grandes enseignes, toutes les grandes marques ont un peu de mal à faire des propositions attractives. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé il y a 12 ans SOS Accessoires. Et puis très rapidement, on s'est diversifié sur l'autoréparation parce qu'au départ, notre offre était destinée aux bricoleurs, aux super bricoleurs qui savaient très bien ce qu'ils cherchaient, qui savaient parfaitement faire leur diagnostic, démonter, remonter, poser, changer les éventuelles pièces. Et de plus en plus, on était sollicité par des prospects, des clients, des internautes qui nous demandaient de l'aide. Comment faire? J'ai tel symptôme. Qu'est-ce que c'est? Et c'est suite à ça que du coup nous avons développé des contenus, des services, qu'on a embauché des techniciens expérimentés pour produire des tutos, des vidéos. Voilà, alors justement, on va y revenir. Pour aider justement les internautes. Alors, on va y revenir à ça un peu plus en détail si vous voulez bien, mais tout d'abord, combien êtes-vous maintenant, combien avez-vous de salariés? Et du fait de cette période de confinement, finalement, l'autoréparation a-t-elle augmenté pour vous ou au contraire, le chiffre d'affaires a-t-il diminué? Et puis, comment faites-vous avec vos salariés? Combien peuvent venir à l'entreprise? Combien sont en télétravail? Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine de salariés, donc avec une moitié qui est en télétravail, donc tout le personnel de bureau, en tout cas la très grande majorité du personnel de bureau, lui, est en télétravail, bien entendu. Avec les outils actuels, il est très facile de gérer tout cela à distance. En revanche, la logistique, elle, bien sûr, n'est pas virtualisable. Bien sûr. Donc, le personnel logistique est sur place, puisque nous sommes vraiment une société où tout est intégré. Nous ne déléguons pas, que ce soit la gestion de nos achats, la gestion de notre service client, la gestion de notre logistique, tout est internalisé, ce qui est pour nous un gage et une garantie de maîtrise et de qualité. C'est-à-dire que vous distribuez tout par Internet, vous distribuez aussi sur les plateformes, les grandes plateformes qu'on connaît, Amazon, Cdiscount, etc. Je ne vais pas tous les citer. Mais alors dans ces cas-là, quand le client final commande via ces plateformes, ça vous arrive directement et c'est vous qui envoyez au client ou bien vous renvoyez tout?
Tout passe par notre entrepôt. On ne délègue rien aux plateformes ou à d'autres prestataires. La majorité des produits qui nous sont commandés, ils sont disponibles sur notre stock. On a des dizaines de milliers de références et des centaines de millions de pièces dans notre entrepôt qui nous permettent de traiter plus de 90% des demandes en 24-48 heures de préparation. Le catalogue, bien sûr, est beaucoup plus fourni, donc il y a 5 à 10% des commandes qui sont sur délai, avec un délai de 8 jours, mais la très grande majorité des produits que nous distribuons sont stockés dans notre entrepôt. Et dans tous les cas de figure, toutes les commandes sont préparées et expédiées depuis notre entrepôt d'Elancourt dans les Yvelines. Mais nombre d'internautes aussi consultent notre site, nos tutos, nos vidéos, pour avoir des infos et des aides au diagnostic, et dans 50% des cas, il n'y a pas besoin de pièces détachées. D'accord, alors donc en fait... C'est ça qui est intéressant donc, aussi. Effectivement, vous avez monté, il faut le dire, 400 tutos et à peu près 200 vidéos, si mes chiffres sont exacts. Et on en sort 2 à 5 par semaine, exactement. Et vous dites que dans la plupart des cas, c'est inutile de demander une réparation, on peut nous-mêmes trouver la panne. Dans 80% des cas, les appareils sont réparables. Déjà, c'est une bonne nouvelle, quel que soit l'âge de l'appareil. Ouais. Quel que soit l'âge, alors s'il a 25 ans et qu'il n'y a plus de pièces détachées. Oui, parce que l'obsolescence programmée, justement, on sait tous, on est tous au courant de l'obsolescence programmée. Donc, bien sûr. Donc c'est quoi? C'est 10-12 ans pour une machine, en moyenne, on va dire. Est-ce qu'on peut la faire durer plus? Honnêtement, c'est plutôt moins. Aujourd'hui, c'est plutôt 7-8 ans. La durée de vie d'un appareil, aujourd'hui, en moyenne, c'est 7-8 ans. Et vous pensez que c'est carrément pire que ce que je venais de dire, 7-8 ans. Et vous pensez que finalement, on peut lui donner une durée de vie plus longue au bout des 7-8 ans? Oui, dans une très grande majorité des cas, oui, puisque dans 80% des cas, c'est réparable. Bien sûr, par un technicien, mais pas que, puisque nous, notre vocation, c'est de pousser à la démocratisation de l'autoréparation. On est dans un monde de fous qui jette, qui consomme, qui surconsomme. Absolument. Et un lave-linge, ça reste un lave-linge. De le garder 8 ans, 10 ans ou 14 ans, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à en changer à partir du moment où il fonctionne. Et l'intervention d'un technicien à domicile, enfin on le sait tous, vaut cher, c'est 100 à 150 €. Et tout le problème, il est l'équilibre par rapport à la valeur à neuf d'un nouvel appareil. C'est sûr qu'un lave-linge au bout de 10 ans, on juge, à tort ou à raison, qu'il ne vaut plus grand-chose. Enfin, sa valeur vénale, en effet, n'est plus très élevée. Donc, personne ne va mettre 180 € de frais d'intervention dans un lave-linge qui a 8 ans ou 10 ans. Donc là, vous conseillez de changer une pièce détachée qui va valoir 25 ou 30 € pour le prolonger de 2 ans ou 3 ans, bah oui, ça vaut le coup, clairement. Clairement, mais par contre, alors vous avez pris l'exemple du lave-linge, c'est très bien, parce que moi, en tant que femme, je suis incapable de sortir mon lave-linge tellement c'est lourd. Alors, est-ce que, hormis les tutos, on peut se faire aider autrement par votre société SOS Accessoires? Bien sûr. Olivier de Montlivaud. Alors, expliquez-nous comment. Mais c'est intéressant parce que vous dites en tant que femme, mais en fait, ça a énormément changé et notre clientèle se féminise de plus en plus à tel point qu'aujourd'hui, c'est quasiment 50%. 48% de nos clients sont des femmes. Il y a 10 ans, c'était absolument pas le cas. Donc parce les femmes ne sont pas nulles en mécanique, merci beaucoup. Mais pas du tout, mais elles sont plus persévérantes, elles étudient mieux les problèmes bien souvent. Et c'est intéressant parce que notre clientèle se féminise de plus en plus et comme le but c'est de démocratiser, eh bien elles vont chercher et elles vont y arriver. Dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin ni de force physique ni d'expertise, justement avec l'assistance de nos tutos ou l'assistance en ligne. Enfin, vous évoquez justement si j'y arrive pas, eh bien nous avons des techniciens qui par téléphone, par mail, par chat, par visio peuvent assister le client, l'internaute pour établir son diagnostic ou pour remonter son son. Donc en fait, dans ces cas-là, dans les 20% de cas plus difficiles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut vous téléphoner et avoir un assistant à distance à qui on va montrer notre problème.
Oui, c'est possible. Et là, ça coûte combien, s'il vous plaît, Olivier 80 Demoliveau centimes à la minute. Donc, Vous ne, faites le calcul. vous ne faites pas facturer l'aide, vous ne facturez pas l'aide que vous apportez. Non, uniquement la facturation téléphonique à 80 centimes Classique, à voilà. la minute. Donc voilà, 10-15 minutes, il y en a pour 10 euros. Quoi. Ah oui, donc c'est effectivement très intéressant. Alors, on est donc je vais un petit peu changer de sujet parce que vous avez donc fait une levée de fonds d'1 million d'euros en 2015 pour, bien sûr, avec un objectif de devenir le leader européen de la vente en ligne d'accessoires et de la réparation, j'imagine. Avec ce temps de confinement, comment envisagez-vous cette nouvelle stratégie que vous êtes en train de mettre en place ? On fait partie des rares secteurs, des rares sociétés pour lesquelles le confinement est profitable. En effet, les gens sont cloîtrés chez eux, n'ont pas la possibilité de racheter des nouveaux appareils, n'ont pas la possibilité de faire venir un technicien, n'ont pas la possibilité bien souvent de se faire livrer. Donc le seul moyen quand son four ou son frigo ou son lave-linge tombe en panne ou un problème, c'est de chercher à le réparer soi-même. Et donc, du coup, cette période nous est un petit peu bénéfique et propice aussi à créer de nouveaux utilisateurs, et on espère qu'ils deviendront fidèles à l'autoréparation. De nouveaux marchés. Donc en fait, finalement, vous dites youpi pour le confinement, ça m'a apporté plus de clients finalement, et puis finalement, ça a fait comprendre aux Français ou peut-être à d'autres pays de consommer mieux afin de limiter notre impact sur l'environnement. Oui, ça pousse à des comportements plus vertueux, très clairement. En tout cas, en la matière, sur cet aspect-là. Ça a évidemment beaucoup d'autres contraintes, beaucoup d'autres ennuis. Mais sur cet aspect-là, oui. Alors, Olivier Demoliveau, je rappelle que vous êtes président de SOS Accessoires. J'allais dire, ma dernière question, ça serait quelles sont les demandes les plus fréquentes, finalement, pour un client ? C'est clairement autour du lave-linge. Ah, c'est le lave-linge qui pose le plus de problèmes, voilà. C'est l'appareil le plus sollicité et le plus problématique dans un foyer, dans une famille. Et c'est celui qui subit le plus de force de chauffe mécanique et qui du coup a le plus de risque de tomber en panne. Voilà, écoutez, moi je propose aux Français d'être beaucoup plus vertueux en allant voir votre site, c'est sur sosaccessoires.com, et puis comme ça on pourra tout comprendre de comment réparer ses propres appareils d'électroménager. En tout cas, merci Olivier Demoliveau d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir surtout eu cette très bonne idée pour qu'on puisse réparer nos appareils, et pour leur prolonger leur durée de vie finalement. Génial, merci beaucoup Florence. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. On va poursuivre notre émission avec une nouvelle pause musicale et bien sûr après on revient avec vous pour la lecture du jour. Wearing less money, know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the water with me. Jump in that water. Across the way, suddenly
voici de retour au bar de l'économie. Vous venez d'entendre sur IDFM Radio Anguin, eh bien, Ed Sheeran avec son titre South of the Board. Voici maintenant l'heure venue de la lecture du jour. Bonjour Laurence Robe. Bonjour à vous. Prête pour lire Vanina Vanini de Stendhal? Oui, enfin pas la nouvelle entière, mais bien sûr, un extrait en tout cas. Voilà, un petit extrait. Voilà, on veut bien. Merci beaucoup en tout cas et on vous écoute avec attention. Voilà. C'était un soir de printemps. Tout Rome était en mouvement. Monsieur le Duc donnait un bal dans son nouveau palais de la place de Venise. Les beautés blondes et réservées de la noble Angleterre avaient brigué l'honneur d'assister à ce bal. Elles arrivaient en foule. Une jeune fille, que l'éclat de ses yeux et ses cheveux d'ébène proclamaient romaine, entra, conduite par son père. Tous les regards la suivirent. Oh, c'était la princesse Vanina Vanini. Les étrangers et les jeunes Romains, abandonnant tous les autres salons, firent foule dans celui où elle était. Vers minuit, une nouvelle se répandit dans le bal. Un jeune Carbonaro, détendu au fort Saint-Ange, venait de se sauver le soir même. Il avait attaqué des soldats, mais il lui avait été blessé. Mais on espérait bien le revoir. Comme on racontait cette anecdote, dont Livio, ébloui des grâces de Vanina, avec laquelle il venait de danser, lui disait en lui la reconduisant à sa place, mais déjà presque fou d'amour, « Mais de grâce, qui donc pourrait vous plaire, Vanina ?»« Ce jeune Carbonaro qui vient de s'échapper, lui, répondit Vanina. « Au moins celui-là a fait quelque chose de plus que de se donner la peine de naître. » Le lendemain du bal, Vanina remarqua que son père fermait avec beaucoup d'attention la porte d'un petit escalier qui conduisait à un appartement situé au 3e étage du palais. Cet appartement avait des fenêtres sur une terrasse garnie d'orangers. Vanina alla faire ses courses à Rome et au retour, elle leva les yeux et vit avec étonnement qu'une des fenêtres de l'appartement que son père avait fermée à clé avec tant de soin était ouverte. Elle monta dans les combles du palais. La fenêtre ouverte qu'elle avait remarquée était à 2 pas d'elle. Elle s'approcha à pas de loup. Au fond de la chambre, il y avait un lit et quelqu'un dans ce lit. Son premier mouvement fut de se retirer, mais elle aperçut une robe de femme jetée sur cette chaise. En regardant mieux la personne qui était au lit, elle vit qu'elle était blonde et apparemment fort jeune. La robe jetée sur une chaise était ensanglantée. L'inconnue fit un mouvement. Vanina s'aperçut qu'elle était blessée. Elle était intriguée. Le lendemain, Vanina osa se cacher sur la petite terrasse avant l'arrivée de son père. Elle le vit entrer chez l'inconnu. Il portait un petit panier avec des provisions. Le prince avait l'air inquiet. Il ne dit pas grand-chose. Mais il parlait si bas, quoique la porte fût ouverte, Vanina ne put entendre ses paroles. Mais il faut que cette femme ait des ennuis et beaucoup d'ennemis, se dit Vanina, pour que mon père, d'un caractère si insouciant, n'ose se confier à personne et se donne la peine de monter 120 marches tous les jours. Un soir, comme Vanina avançait doucement, la tête vers la croisée de l'inconnu, elle rencontra ses yeux et tout fut découvert. L'inconnu lui fit signe d'entrer. « Que je vous dois d'excuses, s'écria Vanina, et que ma sotte curiosité doit vous sembler offensante. Oh, je vous jure, si vous l'exigez, jamais je ne reviendrai. Mais qui pourrait ne pas trouver du bonheur à vous voir, dit l'inconnu. Habitez-vous ce palais? Sans doute, répondit Vanina, mais je crois que vous ne me connaissez pas. Je suis Vanina, la fille du prince Vanini. L'inconnu la regarda d'un air étonné, rougit beaucoup, puis ajouta, daignez me faire espérer que vous viendrez me voir tous les jours, mais je désirerais que le prince ne sût pas vos visites. L'inconnu lui dit qu'elle avait reçu une blessure dans l'épaule, qu'elle avait pénétré sa poitrine et que ça la faisait terriblement souffrir. « Mais vous n'avez pas de chirurgien ?» s'écria Vanina. « Et vous savez qu'à Rome, dit l'inconnu, les chirurgiens doivent à la police un rapport exact de toutes les blessures qu'ils soignent. »« Bon, je suis heureuse, lui dit Vanina, de savoir votre nom. On m'appelle Clémentine. Eh bien, chère Clémentine, demain à 5 heures, je viendrai vous voir. » Le lendemain, Vanina trouva sa nouvelle amie fort mal.
Je veux vous amener un chirurgien, dit Vanina. Oh non, non, j'aimerais mieux mourir, dit l'inconnu. Le chirurgien, vous savez, du monseigneur Savelli. Mais il nous est dévoué, je vais le faire demander. Je ne veux pas de chirurgien, s'écria l'inconnu. Oh, le lendemain, l'inconnu était encore plus mal. Vanina, elle n'en pouvait plus. Là, je vais envoyer un chirurgien. Voilà, c'est comme ça. Sans rien dire, l'inconnu la retint, prit sa main qu'elle couvrit de baisers. Et il y eut un lourd silence. Enfin, elle quitta la main de Vanina et lui dit « J'ai un aveu à vous faire. Avant-hier, j'ai menti en disant que je m'appelais Clémentine. Je suis un malheureux Carbonaro. » Vanina, étonnée, recula sa chaise, se leva. « Il est indigne de moi de vous tromper. Je m'appelle Pietro Missirilli. » Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Laurence Robe, pour cet magnifique extrait. On sent bien votre métier de comédienne et on vous remercie d'être avec nous. J'ai essayé de me mettre dans la peau du personnage. Eh ben, on l'a senti. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et bon confinement. Au revoir, Laurence Robe. Merci, au revoir. Et voilà, on continue notre émission du jour. Allez, on va terminer avec, c'est le week-end bientôt, je vais vous proposer une mousse glacée à la rhubarbe. Et c'est une recette de Paul et Marc Herbelin, vous savez, ceux qui tiennent la magnifique auberge près de Colmar. Alors, c'est la saison de la rhubarbe, donc pour 6 personnes, 500 g de rhubarbe, 200 g de sucre, un demi-verre de vin blanc, 200 g de sucre semoule. Les 200 g dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est 100 g pour la macération et 100 g pour la cuisson, donc on les met de côté. Et puis il faudra 4 jaunes d'œufs, un demi-citron, de la vanille, 50 centilitres de chantilly, 250 g de coulis, de framboises. Peler la rhubarbe, la couper en morceaux de 4 cm et la laisser macérer durant la nuit avec 100 g de sucre. La cuire avec le sucre ensuite, le vin blanc et le jus du demi-citron jusqu'à ce que la rhubarbe tombe en morceaux. Laisser refroidir, mettre dans une casserole les 4 jaunes d'œufs, le sucre et la vanille, battre mousseux sur feu doux ou encore mieux au bain-marie. Dès que la masse commence à épaissir, retirer du feu et refroidir en continuant de fouetter. Mélangez cet appareil avec la crème chantilly et la purée de rhubarbe, versez dans un moule pour mettre au congélateur durant 3 heures, démoulez sur un plat et nappez avec le coulis de framboise, décorez la mousse avec la crème chantilly. N'est-ce pas tout simple? Eh bien, bon appétit. Pour ma part, je vous retrouve dès lundi. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. On va se quitter en musique avec Stay at Home, créé par Ambre Charlet, une valdoisienne, et on vous souhaite quand même un excellent week-end. Ciao, ciao. Today we're going through something very difficult, something that never happened before. We have to support each other. We have to face the situation together. And there's only one thing to do. It's this day at home. Saving life has never been easier. Don't only think about yourself and think about people who really need your help. We can never thank enough those are going about and beyond to save their lives right now. We applaud them every night, and we can say that we have heroes all around the world. And if you want to help too, please stay at home. Saving lives